Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, décès d'une femme enceinte à Louga. La direction de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye se défend de l'accusation de négligence médicale. Le directeur de l'hôpital met en garde contre les conclusions hâtives. Plus de détails dans cette édition. À la une également, rencontre entre l'ambassadeur du Sénégal en Italie et les autorités de Florence, où un Sénégalais a été vigoureusement interpellé. Les policiers ont pratiqué la clé d'étranglement sur le compatriote. Une enquête est ouverte. Les fautifs seront punis selon Pape Abdoulaye Seck. Pèlerinage à la Mecque, 4736 Sénégalais autorisés à faire le voyage en Arabie Saoudite. Les voyagistes privés réclament la part belle à l'État du Sénégal. De 12 000, le quota du Sénégal passe à 4736 en raison des mesures restrictives contre la résurgence du coronavirus en Arabie Saoudite. On vous explique tout dans cette édition. Et puis à suivre notre reportage à Kédougou où les coupures intempestives d'électricité irritent les populations. Toutes les activités sont au ralenti, situation difficile pour les jeûneurs qui ne peuvent pas se rafraîchir avec une boisson fraîche sur la table de la coupure du Ramadan. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. D'abord, cette affaire qui a ému tout le Sénégal, le décès de la dame Adja Sorna, Astou Sorna, à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La direction de l'hôpital se défend de l'accusation de négligence médicale. Face à la presse, le directeur de l'établissement déclare qu'il est très tôt d'imputer ce drame au personnel soignant car la défunte n'était pas programmée pour une césarienne le jour de son arrivée à l'hôpital. Tout cela avec Mamadou Fall et Tierno Fall. Décès d'Astou Sorna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga continue d'enregistrer des réactions après les sorties médiatiques de certains membres de la famille de la défunte. C'est au tour de la direction de l'hôpital de réagir. Selon le directeur, l'urgence n'a jamais été évoquée. Les équipes de la maternité ont fait leur devoir dans ces situations-là, c'est-à-dire il y a un audit du décès qui a été fait et à aucun moment il n'est ressorti qu'une césarienne en urgence avait été indiquée, contrairement à ce qui est apparu dans la presse. Le directeur très affecté déclare qu'il ne peut pas trop se pencher sur le dossier puisqu'il y aurait une procédure judiciaire enclenchée. Nous avons en tout cas des obstacles sur le plan juridique parce que nous avons entendu ça et là qu'il y aurait en tout cas une décision de dépôt de plainte qui aurait été prise et cela nous maintient dans une posture en tout cas d'attendre que la justice, si elle est déjà saisie, puisse en tout cas entamer la procédure qui s'y est. Astou Sorna est décédé ce vendredi suite à une négligence selon ses proches. La défunte devait subir une césarienne non respectée. Et pour Mbalo Diakam, il est urgent d'augmenter le nombre de gynécologues à l'intérieur du pays. Le secrétaire général du SUTSAS déplore cet événement qui met une fois de plus au banc des accusés les sages-femmes. Nous l'écoutons avec Maïmouna Ndiaye. On devait tout faire pour éviter ce genre d'événement parce qu'on vient à l'hôpital pour survivre. Une femme aussi vient à l'hôpital pour accoucher et porter son enfant dans les meilleures conditions. Seulement aussi, il faut le constater aussi pour le déplorer. Bon, les conditions ne sont pas tout le temps réunies. Bon, souvent, ces conditions sont imputables à la structure parce que pour ce qui concerne certains spécialistes, nous n'en avons pas assez. Donc, un seul gynécologue ne peut pas faire face à toutes ces demandes. Même 4 gynécologues ne peuvent pas le faire. Or, c'est rarement de voir dans une région qu'il y a 2 ou 3 gynécologues. C'est valable aussi pour les autres catégories. Mais ça n'explique pas tout, ça ne justifie pas tout. Les gens peuvent s'organiser. Mais quand même, c'est un fait à déplorer. Les autres questions résident aussi sur certaines évacuations tardives. Et là aussi, souvent, on a des problèmes par rapport à ces évacuations, à ces retards d'évacuation. Maintenant, le reste, c'est la question même de la structure en elle-même. Maintenant, s'agissant des comportements, il y a lieu aussi de revoir certains comportements parce que l'éthique et la déontologie
recommande de veiller sur chaque malade et d'avoir aussi un accueil des meilleurs. Et on n'a pas une obligation de résultat, mais quand même une obligation de moyens. Et sous ce rapport, je pense que tout le monde est interpellé dans sa conscience, que ce soit l'autorité et que ce soit le responsable de la structure. Et les blouses roses sont écrasées par le chagrin qu'a provoqué cette affaire. L'association des sages-femmes d'État du Sénégal, secouée par ce drame. Pour sa présidente, la sensibilisation est constante pour éviter de pareilles situations. Bigué Bambouch avec Marcel Farbe-Maroun. L'accueil, la prise en charge des malades, c'est au-delà de la formation continue. Au niveau de l'association des sages-femmes, c'est un des objectifs majeurs que nous avons au niveau de l'association des sages-femmes. En ce sens que nous continuons tous les jours à sensibiliser et nous avons mis en place des réseaux de communication, des réseaux actuels genre WhatsApp, les pages Facebook, pour pouvoir sensibiliser nos membres, mais également chaque fois qu'il y a des problèmes, que nous avons écho de ça, c'est toujours pour nous un prétexte pour en discuter. Hier, ça a été jusqu'à 2h du matin, je les ai vraiment bombardés par rapport à ça. Donc on a discuté de ça et on a montré aux gens que parfois nous, on ne mesure peut-être pas à sa juste portée l'interaction que nous avons avec nos malades et la population. Et dans tous les cas, l'affaire mérite d'être tirée au clair. Une mission d'information a été préparée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La société civile, elle, exige une enquête exhaustive. On est tout cela avec Pape Faraning et Diafaraba. Astou Sokhna est partie, laissant derrière elle un pays sous le choc, car la femme enceinte a perdu la vie dans l'indifférence de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, selon sa famille. La société civile réclame la lumière dans cette affaire qui défraie la chronique. Notre sentiment inacceptable, parce qu'il va de soi que quelqu'un qui tente de donner la vie ne doit pas perdre cette vie. Pour que cela soit clair, il est absolument important, je dirais même il est absolument urgent que le ministère de la Santé diligente une enquête, fasse en sorte que nous puissions savoir la réalité, les faits, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Les propos qui sont prêtés à la sage-femme, est-ce que c'est des propos qui sont exacts? Ce drame a fait l'objet d'une réunion de crise ce matin au ministère de la Santé. Les responsabilités seront situées, promettent les autorités sanitaires. Durant la réunion, il a donné des instructions fermes qui devraient nous permettre en tout cas d'établir les faits avec exactitude, mais aussi de situer toutes les responsabilités. Le ministre a instruit qu'une mission soit envoyée au niveau de l'hôpital. Et c'est une mission tripartite. Il y aura d'abord la mission de la Direction générale des établissements de santé qui va sur le plan administratif faire un audit de ce décès. Mais au-delà, il y a aussi pour situer les responsabilités et véritablement établir les faits. Il y a l'inspecteur des affaires administratives et financières qui sera à Louga d'ici demain. Mais enfin, il y aura aussi la Direction générale de l'action sociale. Même si des mesures conservatoires ont été prises, la société civile réclame une action judiciaire. Le ministère prendra ses responsabilités. Parfois, il n'est pas rare qu'il y ait des sanctions, mais qui ne sont pas remontées au niveau des radios et télévisions. Mais c'est en interne, et quand il y a des fautes, des manquements, automatiquement le rapport transmis à M. le ministre lui permet de prendre des dispositions nécessaires pour que pareil événement ne se produise plus. S'il se trouvait que c'était vrai, qu'effectivement cette femme a perdu la vie dans les conditions qui sont décrites dans les médias, alors il va de soi qu'on s'attend non seulement à des sanctions administratives, mais à des sanctions judiciaires. Ce drame à l'hôpital régional de Louga remet au goût du jour la lancinante question de l'accueil et orientation dans les établissements de santé au Sénégal. Et merci Pafara, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette terrible affaire.
L'actualité, c'est aussi l'arrestation brutale d'un Sénégalais en Italie. Les autorités sénégalaises dénoncent un acte inhumain et raciste. Dans une vidéo largement partagée sur la toile, on y voit des policiers italiens pratiquer ce qu'on appelle la clé d'étranglement sur un ressortissant sénégalais. L'affaire a déclenché, vous allez voir, une vive émotion en Italie, dans la région de Toscane, où a eu lieu cette affaire. Voyons tout cela avec Augustin Faye. Forte protestation de la communauté sénégalaise en Italie contre l'arrestation d'un vendeur ambulant sénégalais le 5 avril par 2 agents en civil de la police municipale de Florence. L'arrestation a eu lieu en plein jour. De nombreuses personnes ont été témoins de la scène, mais seuls 3, dont les 2 qui ont réalisé la vidéo, sont intervenus. Les 2 passants qui ont partiellement filmé la scène ont demandé à plusieurs reprises aux policiers de s'arrêter, de les laisser tranquilles et d'interrompre leur intervention, alors que l'homme criait en donnant l'impression qu'il respirait difficilement. L'un des policiers avait son bras autour de son cou. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur Facebook samedi dernier, quelques jours après l'incident. Une arrestation aux méthodes injustifiables, a déclaré Pape Diaw, un des responsables de la communauté sénégalaise en Toscane. On a tous vu ce qui s'est passé. Dès qu'on a eu la vidéo, on l'a publiée sur les réseaux sociaux pour faire voir le comportement de certains soi-disant forces de l'ordre. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que ce ne sont pas des gendarmes ni des policiers. C'est un département de la police municipale qui est chargé de veiller sur le décor urbain. Ils ont arrêté notre compatriote qui vendait des bracelets, mais avec une violence vraiment inouïe qui vraiment a choqué tout le monde. Heureusement, des passants ont pu filmer et poster cela. Sinon, on n'allait même pas savoir ce qui s'est passé. Tout cela, ça s'est passé depuis le 5. La commune n'a jamais fait de la déclaration. Ils ont attendu, après la sortie de la vidéo, ils ont publié que oui, le jeune, il a résisté. Tout cela, c'est pas vrai, puisque souvent les vendeurs ambulants, beaucoup d'eux n'ont pas de papier. Quand ils voient un policier, quelque chose, ils enfuient avant que l'agent n'arrive. Peut-être ils vendaient de la drogue, c'est pas vrai. Il s'essaie de justifier. Ce n'est pas la première fois que ce département de la police municipale soit mêlé à ce type de violence. Cet escadron, quand il a été créé, j'étais encore conseiller communal dans la commune de Florence. On s'était battu à l'époque pour leur dire que ce comportement va créer des problèmes. Mais à part cela, toutes ces accusations envers notre compatriote, ce n'est pas vrai. Le problème est que nous, on est en train de s'organiser. Aujourd'hui, comme il y a un conseil communal, on a organisé à 17h un sitting devant la commune pour protester contre le comportement de ces agents envers notre concitoyen. Et des représentants de la loi ne peuvent pas se permettre d'immobiliser de cette manière une personne qui vendait seulement des bracelets. Le ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur a indiqué dans son communiqué avoir appris avec consternation à travers les images diffusées les violences dont un Sénégalais a été victime en Italie lors d'une arrestation. Les auteurs de ces faits seraient donc des membres d'un département de la police municipale en Toscane. Dans tous les cas, l'ambassadeur du Sénégal en Italie s'est entretenu avec les autorités de Florence. Selon Pape Abdoulaye Seck, une enquête est ouverte et les fautifs seront sanctionnés. Protester au nom du gouvernement de la République du Sénégal contre cet acte que nous considérons comme inhumain, honteux, dégradant. Et demander à M. le maire et aux autorités de tout mettre en œuvre afin que toute la lumière soit faite, les responsabilités alors situées et que les fautifs soient sanctionnés à la hauteur des actes qui ont été commis. L'autre grand titre de cette édition, pèlerinage à la Mecque de 12 000, le quota du Sénégal passe à 4 736 pèlerins. Une décision des autorités saoudiennes. Riyad veut à tout prix limiter une résurgence de la Covid-19 sur son territoire. Cette année, 1 million de musulmans dans le monde sont autorisés à faire le voyage en Arabie Saoudite. Tenant compte de cette situation, les voyagistes privés du Sénégal réclament à l'État
l'État la part belle. Voyons tout cela avec Fatbintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Cette année, 1 million de personnes sont autorisées à fouler le sol de la Mecque pour les besoins du pèlerinage. Dans ce quota, le Sénégal n'a qu'une portion congrue, moins de 5 000 pèlerins, plus exactement 4 736 pèlerins selon la presse du jour. Nous serions assez contrariés par rapport à ces chiffres-là parce que ce sera très peu par rapport au marché sénégalais. Déjà, le 1% normal de la population tournerait autour de 15 000 pèlerins. En principe, aujourd'hui, c'est la demande, c'est officiellement ce dont le Sénégal aurait besoin. Déjà, on était à 12 000. Donc, si on doit tomber au tiers de ce quota-là, ça risque d'être très compliqué. Mais comme je dis, si l'Arabie Saoudite décide de donner 1 million pour tout le monde musulman, cela va obligatoirement dire que le quota va baisser. Mais pour le moment, on n'a encore aucun chiffre officiel émanant des autorités publiques. Cette nouvelle donne risque d'avoir un impact sur le coût du pèlerinage avec un prix du package assez conséquent. Et le monde après Covid, tout a augmenté. Dans le monde après Covid, le transport aérien a augmenté, les hôtels ont augmenté, le carburant a augmenté. Donc, forcément, ces tarifs-là vont être vus à la hausse. Maintenant, parce que nous qui sommes dans la Umrah, nous sentons ces augmentations de prix. Par exemple, actuellement, on est en train de faire des Umrah qui sont très chères par rapport aux offres saoudiennes. Donc, cela veut dire qu'on va aller vers ça. C'est ainsi que les voyagistes privés lancent un appel aux autorités pour que ces derniers leur octroient la totalité du quota afin qu'ils puissent redémarrer leur activité après 2 ans de pause. Nous souhaiterions que l'État du Sénégal nous accompagne en tant que secteur privé du Hajj impacté depuis 3 ans pour que le quota, tout quota qui sera alloué au Sénégal soit confié au secteur du privé du Hajj sous la supervision de la délégation générale au pèlerinage à la Mecque pour qu'on puisse redémarrer les activités, surtout pour les structures qui sont les plus impactées. Contactée par nos soins, la délégation générale au pèlerinage préfère ne pas communiquer sur la question car rien d'officiel n'a encore été arrêté. Merci Fatbintou. Tout autre chose, 70 km, c'est la distance qui sépare ces 2 lieux de travail, mais le docteur Babacar Diop dit s'habituer à sa nouvelle vie de maire de la ville de Thiès et en même temps professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nos équipes ont rencontré l'édile de la capitale du rail en plein cours à l'UCAD. Reportage Alassane Ba et Alioune Diagne. À 10h moins déjà, il est dans son bureau et s'apprête à rejoindre ses étudiants. Ce matin, Dr Babacar Diop a cours à l'amphithéâtre A avec des étudiants de première année. Un cours sur la philosophie moderne et contemporaine. J'aime beaucoup ce cours, et comme d'autres cours aussi que je donne en licence sur les théories contemporaines de la justice. J'ai un cours aussi en master. Et tous ces cours-là, en tout cas, j'ai pris l'engagement de les assurer. Pour le moment, tout se passe bien. Oui, pour le moment. Mais gérer la ville de Thiès et enseigner à l'université, Dr Babacar Diop sait que la tâche n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je dois l'avouer. Et j'ai dit qu'après mon élection, on m'avait proposé une disponibilité. Mais j'ai voulu garder mes enseignements parce que je veux avoir la possibilité de faire plusieurs choses à la fois avec la même passion, le même bonheur, la même détermination. Il a préféré allier les deux. Mieux, l'université contribue à lui faciliter le travail à la mairie de la ville de Thiès, raison pour laquelle il n'a plus beaucoup de temps libre. C'est une vie pleine. Je me suis rendu compte que 24 heures ne suffisent plus. Ça, je m'en rends compte de plus en plus, mais tout est problème d'organisation. La politique et l'université pour moi se tiennent. L'université nourrit mon action politique parce que l'université, comme je l'ai indiqué, c'est des idées, c'est des projets, c'est une utopie. Le terrain politique, c'est pour la réalisation de ces utopies-là. Par principe, l'enseignant ne discute jamais de politique avec ses étudiants. De tout temps, depuis, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Je ne parle jamais de politique avec mes étudiants parce que pour moi, ça ne les regarde pas. Ce qui me lie avec ces étudiants, c'est le cours que je dois faire. Après ces cours, Dr Babacar Diop retourne à Thiès. L'homme préfère se réveiller aux côtés de ses administrés. Je dois dire actuellement je vis à Thiès. Je suis un maire résident.
Merci beaucoup Alassane. Et puis on en vient à notre reportage du jour qui nous mène à Kédougou. Kédougou renoue avec les coupures, hélas intempestives d'électricité en cette période de Ramadan combinée à une forte chaleur. La plupart des activités génératrices de revenus sont à l'arrêt. Le reportage Ibrahima Diabakhate. En cette période de forte canicule, les coupures d'électricité ont repris de belle manière dans la commune de Kédougou. En effet, depuis près de 2 mois, la commune est en proie à une série de coupures intempestives d'électricité, paralysant systématiquement les principales activités génératrices de revenus. Galasso menkalong assez 2 jours là asidia. Mais ça nous galasso 5 jours, 6 jours. Galasso média. Vraiment le groupe qui est là ne devait pas être à Kédougou, il faut un central. C'est ce qu'il faut dire vraiment aux gens, que nous sommes fatigués à cause des baisses de tension. Des fois, la baisse de tension crée des pannes au frigo, on dit que c'est des gaz. Ce dernier vient mettre du gaz et que déjà le moteur est déjà foutu. Donc, la vétusté des installations et des câbles électriques ne favorise plus l'évacuation de l'énergie produite par la centrale électrique. Ces temps-ci, nous connaissons, nous sommes en train de faire des coupures intempestives. Lié à un problème d'évacuation énergie. Les difficultés, les problèmes que nous avons ces temps-ci, c'est des problèmes de charge au niveau des câbles sur les réseaux. Nous l'avons connu à Tandemayo, où nous avons eu un incident là-bas au niveau du poste, où effectivement les câbles étaient cramés. Malgré les mesures prises par la Senelec pour le passage à 30 000 volts, Kédougou est la seule région du Sénégal qui demeure encore connectée au réseau 6.6. Malheureusement, c'est une société privée nommée Sicotam qui s'occupe de ce projet. Et donc il y a eu des lenteurs par rapport à ce projet. En attendant la réalisation de ce projet, les populations sont obligées de faire avec ces coupures intempestives d'électricité devenues monnaie courante. Merci Ibrahima. Sur l'international présidentielle française, l'extrême droite fait sa percée jusqu'auprès des Français établis en Afrique, en Côte d'Ivoire et même ici au Sénégal. En France, jamais un deuxième tour d'une élection n'a paru aussi ouvert et ce sera très loin d'être une formalité pour le président sortant Emmanuel Macron. Abdoulaye Cissé. On refait donc le match de la finale 2017. Emmanuel Macron de la République En Marche face à Marine Le Pen du Rassemblement National. Mais dans ce remake en 2022, pas besoin de regarder dans le rétroviseur, tant l'issue ne semble pas écrite d'avance. Le Front républicain, qui a toujours empêché les Le Pen de transformer l'essai, n'a jamais semblé aussi fragile et prêt à céder sous les coups de boutoir de l'extrême droite française. Les comptes et mécomptes de campagne prédisent aussi la fin des 2 grands partis, le PS à gauche et l'ancienne UMP devenue les Républicains à droite. Le Parti socialiste, dont la candidate était Anne Hidalgo, maire de Paris, reste scotché à moins de 2%. La candidate de droite Valérie Pécresse n'a pas pu atteindre la barre fatidique des 5% qui aurait permis le remboursement des frais de campagne, des millions d'euros investis et qui laisse croire que sans argent et fortement endetté, le grand parti de droite risque la banqueroute. Le phénomène Éric Zemmour s'effondre à 7% et appelle à voter Le Pen au second tour. Comme quoi l'extrême droite a de la réserve. Jean-Luc Mélenchon échoue encore à 1 point du final et n'arrive pas à appeler à soutenir Macron, mais à faire barrage à Marine Le Pen. Au final, c'est peut-être la même chose. Et si on en doutait encore, il y a bien des militants des partis d'extrême droite en Afrique. En Côte d'Ivoire, Le Pen et Zemmour font 3e et 4e. Au Sénégal, parmi les Français, Le Pen, Zemmour font presque 15% des chiffrages à eux deux. C'est dire que le racisme a bien franchi les frontières de l'Hexagone. Verdict le 24 avril. Merci beaucoup Abdoulaye. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM à suivre votre rendez-vous quartier général en deuxième partie de soirée. Mais tout de suite, les 5 minutes de Pape Anne. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.